Je vais donc aussi vous présenter une partie des recommandations sur la gestion de l'anticoagulation dans un contexte d'urgence et la partie qui concerne les antidotes. Juste pour qu'on parle de la même chose, parce que parfois on dit antagonisation des anticoagulants, parfois on dit réversion des anticoagulants. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est différent? En réalité, c'est un tout petit peu différent. L'antagonisation, c'est plus spécifique que la réversion. L'antagonisation, c'est quand on utilise un traitement qui va interférer spécifiquement avec le mode d'action de l'anticoagulant qui est prescrit, soit parce que ça corrige le déficit en facteur de coagulation induit, typiquement vous réversez les AVK avec des concentrés de complexe prothrombinique, vous apportez les facteurs qui sont déficitaires, vous normalisez l'hémostase, soit en inhibant l'action de l'anticoagulant, c'est quand on utilise l'antidote et on va en parler. Le terme de réversion, c'est beaucoup plus large finalement, c'est un terme générique qui va inclure l'antagonisation et qui reprend globalement l'amélioration de l'hémostase. Si on utilise des concentrés de complexe prothrombinique avec des anti-DISA directs, ce n'est pas un antidote, c'est une façon d'optimiser le reste de l'hémostase, une sorte de bypassing de l'hémostase, et c'est de la réversion. C'est assez rigolo quand on regarde en arrière, puisqu'on m'a demandé les nouveautés. En 2011, vous vous souvenez, on a commercialisé les AOD. Le tout premier, c'était le dabigatran qui a été commercialisé. Et à l'époque, on a dit, un nouvel anticoagulant sans antidote, c'est criminel de faire ça. On a besoin d'antidote, il va y avoir des centaines de morts. Alors effectivement, il y a eu des centaines et pas des milliers, mais beaucoup moins rétrospectivement que ce qu'induisent les AVK, dont la iatrogénie par accident hémorragique est extrêmement élevée. En 2016, le premier antidote a été commercialisé. On en était presque à dire « on n'en a pas vraiment besoin », ce qui explique que l'ASMR était de niveau 5, ASMR, amélioration du service médical rendu. Niveau 5, c'est le plus bas des niveaux, prouvant que c'était bien qu'il y ait un antidote, mais on n'en avait pas vraiment besoin. Ce niveau a été révisé en 2018, il est passé de 5 à 4 pour des situations particulières et on a considéré toujours que dans le fond, on n'en avait pas tellement besoin. En réalité, j'imagine que vous êtes très nombreux ici à avoir de l'idarucizumab dans vos placards et être en capacité de l'utiliser rapidement en cas de chirurgie urgente sous dabigatran ou d'accident hémorragique sous dabigatran. En 2019, l'andexanet alpha a eu l'AMM européenne, après avoir été commercialisé aux États-Unis. Aujourd'hui, on ne l'a pas en France, et on va discuter de savoir si on trouve ça triste ou pas, et ce sera ma dernière diapositive. Et donc la question, c'est est-ce qu'on a besoin des antidotes, et est-ce qu'on a besoin des antidotes qui sont aujourd'hui commercialisés? Si on revient en arrière, 2011, les AOD arrivent sur le marché, on n'a pas d'antidote, on s'est dit il va y avoir des accidents hémorragiques, comment va-t-on gérer? Au GIHP, comme partout ailleurs, on a fait un truc simple, on a ouvert les armoires à pharmacie, on s'est dit, dans ce qui est disponible aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait raisonnablement utiliser en cas d'accident hémorragique ou de chirurgie urgente à risque hémorragique? On a pensé aux concentrés de complexe prothrombinique, ceux qui sont non activés, à gauche, mais aussi ceux qui sont activés. Les non activés, c'est ceux dont on a déjà parlé, qu'on utilise pour les antivitamines K, c'est les facteurs 2, 7, 9, 10, avec un peu de protéine C, un peu de protéine S, parfois de l'antithrombine, de l'héparine. 2, 7, 9, 10, on s'était dit le dabigatran c'est un antithrombine, un anti-2A. Si on met du 2, peut-être on va réussir à bypasser. L'apixaban et le rivaroxaban, c'est des anti-DISA. Si on met du 10, peut-être on va réussir à bypasser. C'était ça l'idée au départ. Et puis, les concentrés de complexe prothrombinique activés, ceux de droite, le FEBA, qui était utilisé à l'époque pour certains hémophiles, on s'était dit que dans les flacons, il y avait un petit peu de facteurs activés et que ce bypassing serait peut-être plus efficace, on pourrait booster l'hémostase et peut-être que comme ça, on arriverait à se sortir du risque hémorragique associé à ces nouveaux anticoagulants oraux directs de l'époque. On avait un peu de données dans la littérature pour nous conforter dans ce choix-là. La plus belle étude, c'est celle-ci, c'est des volontaires sains qui prennent de l'édoxaban, un autre anti-DISA direct qu'on n'a pas en France, mais qui est en Belgique, en Suisse, avec des patients randomisés, des volontaires sains randomisés pour recevoir des doses croissantes de concentrés de complexe prothrombinique, 10, 25, 50 unités kilo. Vous reconnaissez les doses ici, le 25 unités kilo, c'est la dose pour réverser les AVK, et le 50 unités kilo, c'est la dose que nous, on va garder pour les concentrés de complexe prothrombinique. Ces volontaires sains étaient exposés à un traumatisme hémorragique intense, une toute petite biopsie cutanée, comme vous voyez sur les photos. Voilà les résultats. On va s'intéresser essentiellement aux barres noires, la durée de saignement, et les barres gris intermédiaires, le volume de saignement. En bas, 10, 25, 50, ça reprend les doses, et la pointillée, c'est ce qui prouve la réversion complète. Et vous voyez que seule la dose de 50 unités kilo permet de corriger totalement et de ramener à la situation sans édoxaban le volume de saignement et la durée de saignement.
Et finalement, c'est à partir de cette étude, chez le volontaire sain, qu'on a retenu la posologie de 50 unités kilo dont on a largement parlé dans les propositions du GIHP précédentes, comme étant la posologie qu'il fallait utiliser en cas d'accident hémorragique ou de chirurgie urgente hémorragique. Ça avait été repris par le GIHP, par les Américains, et puis ici par la Société européenne de cardiologie, cette posologie de 50 unités kilo. Et à la suite de ça, presque la même étude a été réalisée. Presque la même étude, c'était toujours des biopsies cutanées, c'était toujours des volontaires sains. Presque la même étude parce que ce n'était pas de l'édoxaban mais du rivaroxaban, avec une posologie qui est plus élevée que la posologie standard pour mimer un surdosage finalement. Les auteurs n'avaient pas testé 10, 25, 50, ils avaient directement repris la dose de 50 unités kilo, celle qui marchait dans l'essai précédent. Et vous voyez ici de nouveau les résultats sur la durée de saignement, et en dessous le volume de saignement. Et vous voyez surtout que d'administrer 50 unités kilo de concentré de complexe proton-minique est inefficace dans cette situation. Donc on avait une étude très positive qui nous avait conduit à proposer 50 unités kilo, puis une étude ici qui finalement remet en cause les propositions qu'on avait faites, nous laissant globalement dans l'embarras, puisque depuis on a des séries de cas, on a des cohortes, mais on n'a pas d'essais randomisés évaluant clairement l'intérêt des concentrés de complexe proton-minique. Nous étions dans l'embarras, mais par chance, les antidotes sont arrivés sur le marché. Et dans celles qui sont arrivées sur le marché, d'abord l'idarusizumab. L'idarusizumab, c'est un fragment d'anticorps monoclonal de souris humanisé et purifié qui va capturer le dabigatran. Un des points importants sur les mécanismes d'action, c'est que ça n'interagit qu'avec le dabigatran et pas avec le reste de l'hémostase, ce qui nous permettait d'espérer qu'il n'y ait pas de surrisque thrombotique lié à l'utilisation de cet antidote. Les plus belles données qu'on ait, elles viennent du New England, et c'est une étude de cohorte, avec une seule cohorte de patients traités par dabigatran qui vont tous recevoir de l'idarusizumab. Et c'est un point important, il n'y a pas de groupe contrôle. Une partie de ces patients présente une hémorragie grave, l'autre partie nécessite une chirurgie urgente, et tous reçoivent l'idarusizumab à la posologie qui est celle qu'on utilise en France aujourd'hui, 5 grammes, une boîte, 2 flacons. Pas d'adaptation à la fonction rénale, ni à l'âge, ni au poids. Le message à la fin, ce sera 5 grammes, une boîte, 2 flacons. Le critère de jugement principal, c'est un critère biologique, c'est le temps de thrombine diluée. Avec un peu d'approximation, on va considérer que c'est ce qui reste de dabigatran efficace dans le patient. Voilà les résultats sur cette concentration en dabigatran libre. Vous noterez que dès qu'on a administré les 2 flacons, on a une efficacité biologique immédiate, puisque l'ensemble des patients se retrouvent avec une concentration indosable de dabigatran. Donc un critère d'efficacité biologique robuste, montrant l'efficacité biologique de cet idarusizumab. D'un point de vue clinique, dans les critères du jugement, les auteurs s'étaient intéressés à l'efficacité clinique. Dans le groupe hémorragie incontrôlée, il y avait un contrôle du saignement dans un temps médian de 2,5 heures. Dans le groupe chirurgie urgente, il y avait une hémostase péropératoire qui était considérée comme normale dans 93% des cas. Je vous rappelle qu'il n'y avait pas de groupe contrôle, ce qui revient à dire on est content. Il y a des points importants à noter, une fois qu'on a dit que l'idarusizumab avait une efficacité biologique chez l'ensemble des patients, et ça reboucle avec le topo précédent sur le monitorage. Vous noterez qu'avant l'administration des flacons, on observe une dispersion très importante des concentrations en dabigatran chez les patients. Il y a une variabilité des concentrations. Et vous noterez surtout qu'un peu plus d'un quart des patients ont déjà des concentrations sous le seuil de sécurité hémostatique. Finalement, chez un quart des patients, il n'y a pas de surrisque hémorragique lié à ce qui reste de dabigatran. C'est un truc important parce que ça implique que si on peut faire un dosage, ça vaut le coup de doser le dabigatran des patients. Dans un quart des cas, vous n'avez pas besoin de prescrire de l'idarusizumab. Vous gagnez du temps, vous n'exposez pas votre patient à un quelconque risque et vous faites des économies. Donc le dosage, c'est mon premier message. Le dosage, ça a été vu avant, c'est des tests spécifiques. Vous demandez une concentration en dabigatran, rivaroxaban et apixaban. Dans un cas, ce sera un thrombine dilué ou un temps d'écarine. Dans l'autre cas, ce sera un anti-DISA modifié. On fait le dosage, il s'agit de l'interpréter. Les seuils qu'on va utiliser, c'est des seuils entre 30 et 50 nanogrammes par millilitre en fonction des situations. J'y reviendrai, mais le message, c'est ça, 30 à 50 nanogrammes par millilitre. Une des particularités dans l'utilisation de l'idarusizumab, je vous ai dit une efficacité biologique chez l'ensemble des patients, chez tout le monde, ça devient indosable. Néanmoins, vous noterez qu'au bout de 12 heures, dans ce délai de 12 à 24 heures, chez 23% des patients,
la concentration en dabigatran réapparaît, elle est relarguée de l'interstitium. Ça va générer potentiellement un surrisque hémorragique qu'il va falloir prendre en compte et il faudra discuter d'une éventuelle réinjection. Chez qui il faut penser à ça? Chez ceux qui partent de très très haut, et très très haut, on va considérer que c'est 200 nanogrammes par millilitre. Chez ceux-là, il faudra passer la 12e heure, songer à monitorer et éventuellement réadministrer. L'idarucizumab, c'est un risque thrombotique à 5% à 30 jours qu'on va considérer faible, ce qui allait bien avec le fait qu'il n'y avait pas d'interférence avec le reste de l'hémostase. Finalement, en cas d'hémorragie sous dabigatran, il faut mesurer la concentration. En fonction de votre valeur, s'il en reste, faire de l'idarucizumab, 5 grammes, une boîte, 2 flacons, et ensuite réévaluer votre concentration, en particulier si vous étiez supérieur à 200. Je reviendrai sur celle-là un tout petit peu plus tard pour passer à l'andexanète. L'andexanète, c'est le sujet de l'instant, puisqu'il y a un papier qui est sorti le mois dernier. Cette fois-ci, c'est un variant recombinant du 10A, avec de nouveau une étude de cohorte, un seul bras, pas de groupe comparateur, de patients qui ont tous une hémorragie majeure. Ici, il n'y a pas de chirurgie urgente. Ils reçoivent un schéma posologique bizarre, un bolus avec ensuite une seringue électrique, des posologies qui vont dépendre du type d'anticoagulant que vous avez et de la dernière administration, et des résultats qui posent souci pour 3 points que j'évoquerai rapidement. Vous administrez le bolus, la seringue électrique, et vous voyez effectivement que la concentration en xaban diminue. Ici, c'est le rivaroxaban. Elle diminue, mais plus d'un quart des patients ont une concentration résiduelle qui reste élevée, voire très élevée. Ça marche, mais pas chez tout le monde. Un certain nombre de patients sont encore anticoagulés. Et puis, dès que vous avez fini votre seringue électrique de 2 heures, eh bien, vos patients sont de nouveau anticoagulés, pour plus des 3 quarts d'entre eux et de façon très significative. Si vous partiez sur une hémorragie intracrânienne, c'est un tout petit peu gênant. Et pour finir, vous avez 2 fois plus de risque thrombotique qu'avec l'idarucizumab, puisqu'on est à 10% ici. Quand est-ce que surviennent les événements thrombotiques? Quand on s'intéresse à ce tableau, regardez juste la première grille en haut. Dans 11 cas sur 34, quasiment un tiers, les événements thrombotiques apparaissent précocement, comme s'ils étaient effectivement potentiellement liés à l'administration de l'antidote. Quand on regarde chez le volontaire sain ou dans des tests in vitro, effectivement, contrairement à l'idarucizumab, l'andexanète alpha interagit avec le reste de l'hémostase et en particulier avec le TFPI. Cette petite vague que l'on observe sur les 4 grilles, qu'on s'intéresse aux fragments 1 plus 2 ou aux dédimères, signe ce surrisque thrombotique potentiel observé ici dans des tests ex vivo. L'andexanète alpha a été utilisé en clinique dans un certain nombre de pays et on a des séries de cas qui évoquent ce surrisque thrombotique. Ici, il a été administré 36 fois dans des situations d'urgence et sur ces 36 fois, il y a 7 événements thrombotiques graves qui sont rapportés, avec des décès, des infarctus, des AVC. Et dans cette série de cas, les auteurs insistaient sur la nécessité d'être prudent et d'avoir vraiment une bonne raison d'administrer l'andexanète alpha à cause du risque thrombotique. Tout ça explique que la FDA, certes, ait donné l'autorisation de commercialisation aux États-Unis, mais ait demandé un essai complémentaire pour évaluer ce surrisque thrombotique. Le mois dernier, et c'est ce en quoi c'est nouveau, ce papier est sorti dans le New England, c'est la cohorte complète, 530 patients traités par un antidissa direct, avec une dernière prise dans les moins de 15 heures, qui sont admis et pris en charge pour une hémorragie intracérébrale. Ces patients sont randomisés pour recevoir soit de l'andexanète, soit des soins courants. Et dans les soins courants, on notera que dans 85% des cas, c'est une administration de concentrés de complexes prothrombiniques, qui ont donc aujourd'hui valeur de référence pour la réversion. Les critères de jugement, c'est l'efficacité hémostatique, qui se divise en 3 parties, l'expansion de l'hématome de plus que 35%, l'augmentation du score NIHSS et la nécessité d'une thérapie de secours. Et puis en termes de sécurité, c'est ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est les événements thrombotiques et les décès. En termes d'efficacité, c'est la ligne bleue en haut, on a une différence significative en termes d'efficacité en faveur de l'andexanète, puisqu'il y a une efficacité hémostatique plus marquée avec l'andexanète alpha qu'avec les soins courants. Sur les 3 critères, un seul tracte ce côté positif, et c'est la partie en bas à gauche, c'est l'expansion du volume de l'hématome. Vous avez moins d'expansion, moins d'augmentation de ce volume avec l'andexanète alpha de façon significative comparée aux soins courants.
La difficulté, c'est la sécurité. Et vous voyez sur les événements thrombotiques, on va avoir plus d'événements thrombotiques associés à l'andexanète alpha comparativement aux soins courants, avec plus d'AVC. On peut se demander si c'est significatif, si c'est pertinent, sauf qu'il faut le mettre en lumière avec des critères cliniques robustes. Il n'y a pas de modification du score de ranking, pas de modification des décès. Le score de ranking, c'est l'évaluation du handicap, pas de modification des décès. Donc ça fait moins grossir l'hématome, au prix de plus de complications thrombotiques symptomatiques, plus d'AVC, sans modifier le handicap à la fin et sans modifier la mortalité. J'aurais pu vous demander après le premier essai si vous aviez envie d'utiliser l'andexanète alpha. Je pourrais vous demander maintenant, une fois que vous savez que ça modifie finalement des critères radiologiques, une diminution de l'expansion d'hématome, plus de risque thrombotique, rien sur le handicap, rien sur la mortalité, un coût important. Si vous pensez qu'il faut qu'en France, on ait l'autorisation de mise sur le marché ou pas, après cet essai, je ne trouve pas ça totalement convaincant. Je pense qu'on va exposer nos patients à un risque important sans qu'on ait encore, peut-être parce que l'effectif n'est pas suffisant, sans qu'on ait encore d'arguments en faveur de ces antidotes. Le charbon actif, c'est très bien de remplir l'estomac d'un produit noir et opaque juste avant de faire une séquence rapide, mais je pense que c'est surtout exposer nos patients à des complications. Donc pour l'anesthésie-réanimation, je ne crois pas que ce soit une bonne option. La dialyse, c'est que pour le dabigatran et pour rien d'autre. Mais pour le dabigatran, on a l'idarusizumab qui, pour le coup, a montré son intérêt. Et puis juste une diapositive sur le cytosorbe et son absorption. On a cette capacité à absorber l'hexaban. C'est hyper pratique pour la chirurgie cardiaque urgente et la circulation extracorporelle. Ça prend du temps. Pour l'hémorragie intracrânienne, c'est probablement pas la meilleure option. Et je finirai sur les diapositives de synthèse. L'hémorragie sous Xaban, aujourd'hui, on n'a pas l'andexanète. Notre meilleure option, ça reste des concentrés de complexe prothrombinique pour les hémorragies graves, en mesurant la concentration, avec des posologies qui vont rester à 50 pour les situations graves, 50 unités kilo, l'hémorragie intracrânienne. On pourra discuter d'administrer éventuellement moins sur des hémorragies non intracrâniennes et sans choc hémorragique. Et pour finir, la diapositive qui a déjà été présentée, la chirurgie urgente, ça passe aussi par un dosage, que ce soit du dabigatran ou un Xaban, pour savoir s'il en reste ou pas, si on est au-dessus ou en dessous de la barre des 30 à 50. Et puis, en fonction de ça, l'idarusizumab pour le dabigatran et les concentrés de complexe prothrombinique quand on en a besoin pour les Xaban. Les concentrés de complexe prothrombinique, ce n'est pas de l'antagonisation. Vous ne pouvez pas faire de nœud axial, vous n'avez pas normalisé votre hémostase. Il faut donc raisonner avec prudence dans la prise en charge. Je vous remercie.